Bon, ben, bienvenue pour cette 15e édition du Jug Summer Camp. Donc, voilà, ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir chaque année. On est super contents et on espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc, mon petit mot habituel pour vous dire déjà à vous tous merci de venir chaque année et de répondre toujours présent. Et puis, merci aussi énormément à nos sponsors qui nous permettent, comme chaque année, de garder cette conférence gratuite, d'avoir le traiteur qui s'occupe de nous pour la journée. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, pour la pause déjeuner, c'est de l'autre côté, à cet étage juste en face, ce sera. Et donc voilà, je voudrais remercier la Maïf, sponsor premium cette année, et puis nos sponsors Gold, Coachbase, Elastic, GitHub, Clevercloud, Cloudapin, Darva et JDVote qui nous soutiennent. Donc voilà, ils vous ont réservé quelques petites surprises sur leur stand. Donc je vous encourage à aller à passer leur dire bonjour, à aller les voir tout au long de la journée. Donc cette année, on a le programme qui est disponible sur Voxstream, donc n'hésitez pas à flasher. Il y a aussi des affiches un peu partout dans le hall, dans les couloirs, donc n'hésitez pas à faire votre petit programme sur l'événement, sur Voxstream, et voilà, les temps de pause qui sont prévus. Voilà, donc après cette très belle introduction, je vais laisser la parole à Quentin. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je te laisse le micro. Bonjour, vous allez bien? Il fait beau au Jug Summer Camp. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Quentin Adam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige une boîte qui s'appelle Clevercloud. Oui, alors pour ceux qui ne m'avaient pas reconnu, je ne me suis pas entendu avec un coup de ciseau pendant mes vacances. Et voilà, maintenant j'ai 10 ans de moins et 15 kilos de plus. Euh, Donc, je dirige une boîte qui s'appelle Clevercloud, qui automatise des infrastructures informatiques. En fait, on a un espèce de truc qui est de la versatilité du cloud, qui permet de déployer à la fois dans du cloud public, dans le cloud des autres, en local, en air-gap, en edge, des trucs qui permettent aux développeurs d'être plus rapides et plus efficaces. Et en ce moment, on a plein de nouveaux projets. Et comme on est une boîte qui est assez marrante, on a une grosse croissance. On a un modèle de boîte qui est un peu différent, mais peut-être que je vais en parler un peu plus dans le temps qui vient. Je vérifie le temps en même temps. Et sinon, j'ai également le plaisir d'avoir cofondé un certain nombre de choses ou de diriger d'autres organisations et dont, là on va en parler, un truc qui s'appelle Open Internet Project, dont l'objectif est de rappeler les règles saines de la libre concurrence à nos amis américains. Enfin, à tout le monde, mais malheureusement, on est souvent obligé de le faire avec nos amis américains. Et j'ai également cofondé un bidule qui s'appelle ECLI, qui est le syndicat sectoriel des entreprises de cloud européennes. Alors, je vais essayer en une demi-heure de raconter tout ce que d'habitude je raconte en deux. Donc, je vous fais un résumé des épisodes précédents. S'il y a un moment où vous ne comprenez pas, vous levez la main. D'accord ? Ce que j'explique en général, c'est qu'on est en pleine révolution industrielle de la prestation intellectuelle. L'industrie, c'est quoi? C'est le moment où tu rajoutes en fait des machines dans un processus de production qui était uniquement humain. En clair, il y a eu la révolution agricole. Vous savez, quand on dit qu'un tracteur, ça fait 130 poneys, enfin chevaux, en fait, c'est parce que littéralement, ça a la force de 130 putains de poneys. Et donc, en fait, au moment où tu mets un tracteur plutôt que 130 poneys, et en fait, tu supprimes beaucoup de gens. Et donc ça a été une révolution industrielle. Il y a eu la révolution, dite la révolution industrielle manufacturière, où donc on a remplacé beaucoup de gens par des machines. Et donc, ce que j'explique un peu plus tard, c'est que du coup, ça prend de la valeur. Et bien là, on est en train de remplacer des cerveaux humains par des ordinateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça veut juste dire qu'ils coûtent moins cher et qu'ils sont un asset. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça a une conséquence. Ça a cette conséquence-là. 2005, les plus grosses boîtes du monde sont celles-ci. Et 2021, c'est ça, c'est mon truc là, ou 2020, c'est les boîtes d'à côté. C'est plus que des boîtes de la tech. Elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes. Et ce que j'explique dans la conférence que je vous ai mis là avant, c'est qu'en fait, c'est parce que ça casse un truc qui est le capitalisme.
En fait, que ce soit Tucson avant ou que ce soit euh, euh, Marx, explique que en fait, il y a un rendement décroissant dans le capital. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans un monde physique, vos investissements ont un rendement décroissant. Je vous fais l'exemple très rapide, même si on essaye d'être pressé. En fait, si vous avez beaucoup d'argent, vous arrivez dans une ville et vous décidez de construire une usine. Vous prenez les meilleurs terrains, vous construisez votre usine, vous prenez les meilleures ressources en matières premières, vous prenez les meilleurs employés, les gens les plus intelligents du coin, et vous commencez à produire. Si vous continuez à investir, vous allez commencer à investir dans le terrain d'à côté, il est un peu en pente. Du coup, vous êtes obligé de le remblayer avant de construire votre usine. Vous prenez de la matière première qui est peut-être un peu moins bien raffinée, et puis vous commencez à embaucher des gens moins brillants. Qui a dit Capgemini? C'est pas gentil. Bien sûr qu'il y en a d'autres, c'est une vanne. Non, mais vous commencez à envisager des gens moins brillants qui ont une moins grande productivité. Votre rendement baisse. Autrement dit, votre taux de rendement du capital, plus vous investissez en capital, plus il baisse. Pareil, si vous faites de l'investissement locatif, faites de l'investissement locatif, vous achetez des appartements, vous achetez d'abord les bonnes affaires qui vont se jouer très bien, puis petit à petit, vous achetez des appartements avec une moins bonne rentabilité, votre taux de rendement baisse. On appelle ça le taux de rendement décroissant du capital. Ça, c'est pas vrai dans la tech. Parce que quand tu t'appelles Microsoft, en fait, tu peux vendre pour l'éternité de l'éternité de l'éternité autant de copies de Windows que tu veux. Et quand tu es dans l'économie de la data, c'est pire que ça. Plus tu as de gens qui utilisent ton réseau social, plus tu es rentable. Et donc, en fait, c'est un rendement croissant du capital. Ça casse le modèle de l'IT. Et donc, nos petits amis américains, ils s'en servent pour faire de l'export. Ça, c'est le pourcentage de l'économie digitale dans le produit des États-Unis dans le temps. C'est encore plus intéressant si vous regardez l'export. En fait, à l'export, l'ICT, c'est la techno, c'est le machin que vous avez en haut à gauche là. Ça, c'est 2005. 2014, 2020, vous voyez la part que ça prend? L'explosion en fait des services IT. Et ça, c'est un rapport, c'est que du coup, ça, c'est la valeur cumulée du Nasdaq de 2005 à 2020. Ça vous fait penser à quoi, cette courbe? C'est pas une bulle, c'est une création de valeur. Je veux dire, il y a eu une bulle dans les années 2000. Elle a pété et elle se voit. Mais t'as vu, c'est reparti comme en 40, hein, tout va très bien. Non, je veux juste qu'on soit clair. Ça, c'est le CAC 40 dans la même période de temps. Ça pose un problème. Vous étiez en France ces dernières années? Vous avez entendu parler du problème des retraites? Il faut les financer. Vous avez entendu parler du financement de la santé, l'hôpital, tout ça? Parce que, je veux dire, il y a énormément de débats, mais l'histoire est assez simple. On a un problème de fric. Le problème de fric, il est que les autres s'enrichissent et nous pas, en fait. Ça, c'est un problème qui est extrêmement simple à comprendre. En 2005, on était la 5e puissance du monde en économie. On est devenu 6e. En 2014, on est même devenu 7e. Ça, c'est la réponse à la question. La deuxième chose, et je vous envoie regarder cette autre conférence que j'ai donnée à Lyon il y a 3 mois, j'explique la différence entre une économie d'assets et une économie de flux. Je vais vous le faire très rapidement en langage informatique. Quand tu es une boîte de service, tu as tes gens, tu les payes et tu fais du rendement sur le fait que une autre boîte te paye en entre-temps et tu fais un peu de cash au-dessus. Et à la fin du mois, tu payes les gens leur salaire et toi, tu récupères un peu de marge, ce qui te permet de faire vivre tes commerciaux, toi, machin, et éventuellement faire un peu de gras. Globalement, il faut que tu mettes au boulot entre 25 et 30 personnes pour payer le salaire d'une personne en management. Et donc, c'est pour ça que les boîtes de services ont beaucoup de gens à mettre au travail. Parce qu'en fait, tu ne crées pas tant de valeur que ça, mais par contre, ça s'entraîne. Et tu te retrouves avec des boîtes qui font des millions de jours hommes. Pourquoi pas à Bangalore? Pourquoi pas avec des gens dont on ne sait pas s'ils sont compétents ou pas? On s'en balance. Ce qu'il faut, c'est faire ça. Mais surtout,
le mois d'après, est-ce que ces gens-là ont créé de la valeur que tu peux réutiliser et qui va rapporter de l'argent? Que nenni. C'est une économie de flux. L'économie d'assets, et c'est lié à l'industrialisation, c'est le moment où tu construis des assets qui produisent de l'argent par eux-mêmes. Ce n'est pas juste la force de travail d'un humain, mais c'est la conception des machines. Ce qui fait que les grands capitaines d'industrie au 19e siècle sont devenus riches, c'est qu'ils possédaient les fameux outils de production. C'est quoi les outils de production dans notre monde? L'IT. Le cloud, les patterns logiciels, les bases de données, c'est ces choses-là. En fait, c'est ça le sujet. Et l'économie d'assets, c'est le moment en fait où tu pile up. Les boîtes de services, tout autant que j'ai de l'affection pour elles, ne créent pas de la richesse du pays. Ce qui crée la richesse, ce sont les éditeurs. Les éditeurs, eux, font un asset et le conçoivent. C'est beaucoup plus difficile de développer un éditeur. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est beaucoup plus difficile, puisque au début, tu fais rentrer très très peu d'argent. Et petit à petit, tu te déploies. Par exemple, toutes les décisions de politique industrielle de notre pays sont prises par notre fameux syndicat Syntec, qui maintenant s'appelle Numéum, et qui est donc dirigé par les gens qui vont générer la richesse. Ah bah non, c'est les sociétés de services qui décident tout. Parce qu'ils ont beaucoup de gens. Parce que le seul truc qui compte en France, c'est le nombre d'emplois. Et ça, c'est un vrai problème. Donc la première chose à comprendre, c'est que si on veut sortir de ce pattern-là, il faut investir sur les assets, l'édition. Et ensuite, on peut se poser la question de nous, 7e puissance économique du monde, qu'est-ce qu'on pèse dans l'IT? Donc le secteur de l'IT, c'est 19 milliards de dollars. Les États-Unis font 81% du business. Vient ensuite Taïwan, parce que dans le secteur IT, on a intégré tous les semi-conducteurs. Et si vous cherchez bien, nous, on est à 0,4%. Vous voyez où je veux en venir sur ce petit problème de retraite ou pas du tout? Parce que si on est la 5e puissance économique du monde et qu'on génère 0,4% du premier marché, vous vous rendez bien compte qu'on va avoir un léger problème à payer l'école des gamins. En fait, c'est ça la situation. Moi, c'est un problème de mode de vie. Et du coup, parlons 2 minutes de notre mode de vie. Pourquoi est-ce qu'on est riche? En Europe, on est riche essentiellement pour 2 raisons. On a pris le tournant de l'industrialisation avant tout le monde, et donc on a construit de la richesse au-dessus des populations. Et ensuite, on a colonisé les gens et on a pillé leurs ressources. Et ça, du coup, on les a encaissés. C'est pour ça qu'on est riche. Faut être très clair. Comme on n'a plus d'industrie et plus de colonies, on a peut-être un problème de cash. C'est ça un peu le sujet sur lequel je voudrais vous réveiller. Parce qu'en fait, on a plutôt une vie assez confortable ici. Et donc la question, c'est comment on fait pour maintenir une vie confortable? Je ne suis pas en train de faire un jugement moral. Hein. Moi, je me pose une question qui est très simple. Hein. C'est est-ce qu'on va continuer à avoir une vie confortable sur ce territoire? Et ça, c'est une question à laquelle, la question, c'est est-ce qu'on peut se le payer, quoi? Vous voulez qu'on regarde les chiffres? Ça, c'est la balance commerciale. La balance commerciale, c'est ce qu'on vend en vert et ce qu'on achète à l'extérieur en rouge. C'est assez simple. Imaginez que vous avez votre salaire en vert et vos dépenses en rouge. Si vous dépensez plus que votre salaire, vous creusez un trou. Du coup, en gris, vous avez la balance commerciale. La balance commerciale est déficitaire. D'après vous, on est déficitaire depuis quelle date? Non, parce que tout le monde pense que c'est les années 70, mais c'est pas vrai, hein, on est déficitaire depuis 2005. D'après vous, c'est quoi qui nous met dans le rouge? Là, il y a tout le monde qui est en train de commencer à réfléchir à la facture Amazon de la boîte dans laquelle il bosse. Ça, c'est une autre représentation de notre balance commerciale en pourcentage de notre GDPR, donc de notre PIB. Vous voyez bien, la chute est cataclysmique. Et ça, c'est la différence de notre balance commerciale et de celle des États-Unis. Donc en or, vous avez les États-Unis, en rouge, vous avez nous. Vous voyez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on suivait, ils allaient plus vite que nous, mais on suivait, et aux alentours de 2005-2010, on décroche, on s'aplatit. Et si notre nullité, en fait, c'était un plan? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Ça, c'est un mec qui s'appelle Dominique de Villepin, à l'ONU en 2003. Il a expliqué à nos alliés américains
qu'on n'allait pas les suivre dans la guerre en Irak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, mais tous les Français étaient fiers d'être Français. On avait dit non à nos alliés, comme les généraux de Gaulle l'auraient fait. Ça s'est très bien passé pour nous. On était dans une discussion courtoise entre alliés. Sauf que non. En fait, ce n'était pas une discussion courtoise entre alliés. Il faut être très clair. Ils l'ont très mal pris. L'année suivante, ils ont augmenté le budget de tous les trucs, le cercle Bilderberg. Alors, le cercle Bilderberg, vous ne savez pas ce que c'est. C'est un truc qui a été créé pendant la guerre froide pour réunir les diplomates et les hauts fonctionnaires de plein de pays pour qu'ils discutent du futur. Les amitiés franco-américaines, la fondation franco-américaine, tous ces trucs-là ont vu leur budget multiplié. La totalité de nos hauts fonctionnaires se font laver le cerveau à l'idée que les États-Unis sont nos alliés et qu'on bosse avec eux. Et qu'en plus, ils sont beaucoup plus forts que nous. En fait, ils ont augmenté le budget et à ce moment-là, ils se sont mis à bouffer toutes nos parts de marché à l'international. Avant, globalement, ils nous laissaient gagner à la loyale des deals. Maintenant, on n'avait plus le droit de gagner des deals. Et on s'est mis à avoir des affaires très simples. Technip, Alstom, Airbus, les affaires où tout simplement, ils viennent et ils prennent nos entreprises. On va être clair, hein, c'est ce qui s'est passé. Et si quelqu'un vous dit que oui, mais le Cloud Act, tout ça, c'est des fantasmes, machin, relisez le bouquin de M. Perucci sur Alstom. Microsoft a fourni les datas pour faire condamner Alstom. Vous voyez comment ça marche, l'affaire Alstom, ou pas du tout? Qui voit pas comment ça marche? Ok, je vous explique. Aux États-Unis, il y a une loi qui dit que, en fait, c'est un crime fédéral que de corrompre un agent fédéral, que de lui proposer de l'argent. Il y a une autre loi qui dit, si tu fais une transaction en dollars, alors elle est soumise aux lois du commerce extérieur américain. Il y a une autre loi qui dit, c'est la loi FISA, qui dit que n'importe quel agent du gouvernement, enfin c'est pas n'importe quel, il y a 90 pages de liste des gens, enfin des différents postes qui ont accès au truc, mais bon, globalement n'importe qui aux États-Unis a le droit d'accéder à des données privées s'il le juge utile pour de l'antiterrorisme, pour de la sécurité, pour les besoins d'une guerre ou pour les besoins économiques. La loi FISA, enfin, la FISA, c'est une cour du coup aux États-Unis, ils sont obligés de dire combien ils demandent de data. L'an dernier, ils ont accordé 30 000 requêtes de data personnelles et ils en ont refusé 11. Pas 11 000, hein, 11. Moi, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une chambre d'enregistrement. Les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, hein, mais ça s'appelle une chambre d'enregistrement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Alstom? Alstom a utilisé un intermédiaire, je ne sais plus s'il était thaïlandais, malaisien, je ne sais plus quoi, dans un deal en Indonésie pour vendre des trains, ou je ne sais plus quelle connerie, et donc a rémunéré un intermédiaire, mais qui avait un poste officiel. Donc, d'un point de vue légal, ça pourrait être perçu pour une tentative de corruption, et il l'a payé en dollars. Ces informations ont été échangées via des mails hébergés par Microsoft sur Office 365. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas Office 365. Et donc, quand le numéro 3 d'Alstom s'est pointé aux États-Unis, il a été arrêté pour crime fédéral. Microsoft avait fourni les datas, etc. Ce qui est génial, c'est que le département de la justice avait reçu le directeur juridique de General Electric quelques mois avant. General Electric, qui donc après une immense amende imposée à Alstom, a racheté à Alstom une bouchée de pain. Les gens voient ça comme ils veulent. Moi, j'appelle ça un vol en bande organisée. Après, on fait comme on veut. Mais c'est un vol en bande organisée. Croyez pas un instant que ce soit nos alliés. Ils ont décidé de détruire notre modèle de vie. Parce qu'on leur a dit non et qu'ils détestent ça. On a créé ce pays. Je veux dire, on a donné la Louisiane et on a envoyé Lafayette combattre. Mais ces gens-là ont décidé de nous chier dans les bottes. Et aujourd'hui, quand ils vous disent « la France n'est pas capable d'eux », je vais vous raconter une petite histoire pour que les choses soient claires. Vous savez pourquoi je déteste que Clevercloud finance des DevFest? Je déteste qu'on finance des DevFest parce qu'il y a quelques années, je rentre
dans le bureau du ministre du digital, enfin du secrétaire d'État au digital, et il y avait le lobbyiste de chez Google. Pour qu'on soit clair, je ne sais pas si vous connaissez le financement d'un DevFest, mais aujourd'hui, Google finance plus les DevFest. Hein. Globalement, quand il file 5 000 balles, c'est génial, hein, mais sur un budget de 700 000 balles, si tu veux, on s'en fout, quoi. Je rentre dans le bureau du ministre, et là, j'entends le lobbyiste de Google, qui par ailleurs est un mec qui a été élevé par l'État, qui on avait filé le secrétariat général du Conseil national du numérique. Enfin, qu'on soit clair, hein, c'est l'État qui a payé sa formation, son réseau, sa raison d'être, et ensuite, il est parti bosser pour d'autres gens. Donc, lui, pareil, on pourrait lui offrir des bottes de qualité supérieure en béton et une promenade de la Seine. Mais c'est comme ça qu'on fait avec les traites, normalement. Ah non, les tons, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'hallucine que ce soit autorisé de tout devoir à l'État et ensuite de bosser contre. Mais bon, admettons. Et donc, j'entends cette personne-là dire, en fait, les DevFest, c'est Google qui fait en sorte que les ingénieurs français soient pas trop à la traîne. Et donc, on organise le plus gros DevFest du monde à Nantes la semaine prochaine. Et c'est les ingénieurs Google qui viennent former les ingénieurs français qui en ont quand même bien besoin. Pourquoi je déteste que les DevFest soient en fait appelés DevFest? Mais parce qu'en fait, vous servez le discours qui permet à ces gens-là de nous attaquer. Parce qu'en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais on est au milieu d'une guerre. On est au milieu d'une guerre qui attaque notre modèle, notre philosophie, notre mode de vie, ces choses-là. Et donc, c'est pour ça, moi, que je me dis en permanence qu'il faudrait avoir une souveraineté technologique. Parce qu'en fait, on n'est plus capable de défendre notre mode de vie. Donc après, les gens ont fait ce qu'on veut. Hein. Si vous appréciez la campagne américaine qui est en train de se passer, qui est quand même un moment génial, je pense que l'humanité se sort grandie de ce moment philosophique. Mais c'est ça, en fait, leur mode de vie. Qui pense que la vallée est un endroit génial où vivre? Qui a été dans la vallée déjà? Bon, je vais vous raconter la vallée très vite. La vallée, c'est un endroit dans lequel vous avez une 2x5 voies avec plus de nids de poules que j'en ai vu sur des routes en Turquie, parce que les mecs veulent pas payer de taxes, parce que payer des taxes et faire des choses dans le collectif, c'est de la merde. Et donc, vous avez que des bagnoles à 800 000 balles qui sont défoncées par des nids de poules dégueulasses dans une 2x5 voies embouteillée du soir au matin, le tout pour aller à Stanford, qui est factuellement, d'un point de vue visuel, je veux dire, je vais à Paris c'est beau, quoi. Stanford, c'est un village pierre et vacances cheapos. C'est moche, c'est laid, et c'est rempli de gens qui ne savent pas s'habiller. Et, laissez-moi parler d'inclusion 2 minutes, Stanford, c'est la fabrique de Ken et Barbie, et si vous croisez un black, il est probablement là pour vider les poubelles. C'est affolant, cet endroit. Franchement, cet endroit est affolant. Et si vous voulez manger après 21h, ce ne sera pas possible à Compertino, parce que tout le monde rentre se coucher tôt. Factuellement, vous aurez plus de vie à Niort. Je vous jure. Donc, c'est ça, en fait, la vallée. C'est pas un mode de vie qui est cool. San Francisco, c'est un endroit où vous avez les clodos les plus délirants du monde. Vous avez des gens... Alors, je sais que le rêve américain est ouvert pour tous, mais alors c'est fou. Moi, j'ai vu que des clodos blacks à San Francisco. Donc, c'est vraiment que les blacks doivent être des losers stupides, parce que le rêve américain est ouvert à tous. Hein, tu vois, et on a tous les mêmes chances pour y arriver au démarrage. Mais tu te balades à San Francisco, les gens, ils sont sous crack. Quand je vous dis, tu croises quelqu'un qui est au milieu de la route, à moitié à poil, en train de chier dessus, à parler à quelqu'un qui n'existe pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec nos clodos. Enfin, vous êtes dans un endroit, factuellement, c'est terrorisant, cet endroit. C'est pas bien du tout, leur mode de vie. Moi, j'ai pas envie de ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis pas parti. On m'a proposé plein de fois, moi, d'acheter Clever Cloud et que je parte là-bas, vivre le rêve américain en étant millionnaire avec tous les autres millionnaires dans la vallée, et j'irai faire du surf le week-end, machin, takada. Mais c'est pas bien, en fait, comme endroit. Tu bouffes mal, les gens sont pas très cool. Enfin, moi, j'aime bien y aller une semaine, une fois de temps en temps. Mais sorti de ça, enfin, franchement, c'est pas terrible, quoi. Je veux juste que vous compreniez que c'est notre mode de vie. Et quand je vous dis ils attaquent, mais voilà, ça c'est un graphique très simple à comprendre. Vous avez le revenu de la pub dans les magazines, la presse. Et de l'autre côté, vous avez le revenu de Google. Vous vous posez la question de pourquoi on a un problème de médias possédés par des milliardaires qui font n'importe quoi?
Mais c'est très simple, en fait. L'argent de la démocratie qui permettait de faire tourner les médias, il y a une seule boîte dans le monde qui l'a pris pour faire des profits. Et cette boîte-là, je vous rappelle, organise des événements pour former les développeurs français qui ne sont pas au niveau et qui sont bien à la traîne. Vous savez qu'il y a dans tous les projets d'IA du monde, vous avez au moins un mec de l'école normale supérieure. Donc, la question, c'est comment on réagit à ça. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous tous. C'est à nous de régler le problème. Nous, les techs. Vous savez quel est le seul point commun entre Steve Jobs, Eric Schmidt, Mark Zuckerberg, Paul Allen, j'ai déjà dit Mark Zuckerberg, Larry et Sergey Brin, enfin tous les fondateurs de GAFA, Tesla X, là, machin. C'est que des ingénieurs. 100% d'ingénieurs. Vous savez combien il y a de fondateurs tech dans la French Tech en France ? 15%. Mention spéciale, quand la French Tech a démarré, il y avait un formulaire. Tu pouvais t'inscrire en disant est-ce que je suis CEO, est-ce que je suis investisseur, est-ce que je suis marketeur. Il n'y a pas tech, ça n'existait pas. Je suis développeur, mais non. Et quand c'est Horatio qui avait posé la question au cabinet du ministre en disant mais moi je fais comment, on lui avait répondu non mais ça c'est pour les leaders, c'est pour les créateurs, quoi. D'accord. La première solution que je vous dis, c'est pour gérer une entreprise tech et pour être inventif dans la tech, il faut comprendre de quoi ça parle. Je vais vous donner quelques exemples qu'on se comprenne bien. Apple, pour finir, c'est une grosse boîte d'intégration industrielle, hein. Pas grand-chose d'autre. Apple, quand Steve Jobs revient chez Apple, il a lancé le Mac Berlingot, tout va bien, il fait le tour de ses fournisseurs asiatiques. Et là, tu as Hitachi qui met sur la table un truc en disant on vient de terminer le 1 pouce 8. Vous savez, le petit disque dur tournant là, avec la tech sheet. Jobs prend le machin, lit la tech sheet, joue un peu avec, et dit on prend l'exclusivité. Tout le monde est un peu surpris autour de la table, parce que bon, le 2 pouces 5 existait déjà. Pourquoi diable on prendrait l'exclusivité du 1 pouce 8 ? Ils sortent du deal, les mecs d'Apple se tournent vers lui, ils disent mais attendez, c'est cool, on va réduire la taille des notebooks, mais il y en a quand même pour très cher, hein, cette petite histoire d'exclusivité. Et Jobs dit on s'en fout des notebooks, on va changer le monde de la musique. C'est l'iPod classique. Si t'es pas électronicien, tu sais pas combien il te faut de batterie, pourquoi, dans quel sens, tu n'imagines pas l'usage immédiatement. Il faut être tech. J'ai pas dit que Jobs était le meilleur électronicien, tout le monde sait que c'était Wozniak. Je dis juste qu'à un moment, il faut être capable de comprendre les choses. Quand Facebook était une boîte qui faisait à peu près 3000 personnes, Zuckerberg avait l'air très détendu. Alors que factuellement, ça, c'était le coût par utilisateur de l'infra, et ça, c'était le revenu par utilisateur. Bien le problème. Et lui, il était là, plus d'utilisateurs, plus d'utilisateurs. Et tout le monde disait genre, oui, ça va finir par poser un problème. Plus on a d'utilisateurs, plus on perd de pognon. Parce que, bon, Facebook, c'était pas très opti, hein. Le choix de PHP au démarrage n'avait peut-être pas été brillant, mais voilà. Et Zuckerberg était détendu. La boîte faisait 2-3 000 personnes déjà. Il était détendu pour une raison. Parce qu'il avait collé une bande d'ingénieurs, 7 à peu près, à écrire du OCaml dans un coin. Donc OCaml, la recherche française, encore une fois. On est des nuls, je rappelle, hein, on est des nuls en informatique. Pour compiler le PHP en C, et du C, du coup, est dedans. Overnight, quand hip-hop est mis en production, le coût infra tombe sous le revenu et la boîte devient rentable. Ça, c'est un pari, tu le fais si tu es ingénieur. Hein. Tu es capable de comprendre ce qui va se passer. Aucun commercial du monde ne fera ce deal-là. Il faut pouvoir tenir face à ton board où les millions sont en jeu et qui t'engueulent, pour leur dire non mais attendez, je sais exactement ce que je fais. Des exemples comme ça, mais j'en ai des milliers à vous fournir. Si vous voulez sauver ce pays et votre mode de vie, il faut que vous acceptiez de prendre des décisions. Et pour prendre des décisions dans notre pays, je vais vous annoncer quelque chose qui va tous vous faire chier. Il faut arrêter de mettre des sweats à capuche. En France. En France. Non mais, en France, on est dans un pays où les gens qui ont le pouvoir portent une cravate. Et c'est instantané. Quand moi j'ai commencé à faire du lobbying, un jour, le nouveau directeur des affaires publiques chez Clever, qui s'appelait Guillaume Champeau, m'a frappé par le bras et m'a dit
Ça ne sert absolument à rien ce qu'on fait. Tu peux aller t'acheter un costume, s'il te plaît? Les gens ont changé de façon de me parler. J'ai changé de vêtements, hein, qu'on soit très clair. Mon discours était le même. J'ai changé de vêtements. En France, le pouvoir s'incarne. C'est comme ça. Vous savez pourquoi aussi on n'a jamais été foutu de faire la connexion entre l'industrie et l'IT en France? Tous les fondateurs de start-up qui se la jouent à la vallée habillés comme des clodos, résultat des courses, si tu veux rentrer au club de cercle de l'Union interalliée rue Saint-Honoré, il faut porter une cravate. C'est comme ça. À l'entrée, tu portes une cravate au club interallié. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas... Je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, en fait. Je vous dis, on est dans un pays où il faut accepter une partie des codes de l'établissement si vous voulez que ça change. La deuxième chose, donc ça, la première chose, c'est qu'il faut que vous acceptiez de vous mettre à diriger les choses. C'est très cool d'écrire du code, mais vous écrirez du meilleur code si vous pouvez décider comment se faire les choses. Vous savez pourquoi on s'éclate chez Clever Cloud et pourquoi on double tous les ans et pourquoi les gens viennent bosser alors qu'ils pourraient bosser pour plus cher ailleurs? Parce que le code qu'on produit chez Clever est cool, parce que les gens qui prennent des décisions tech. Moi, si tu viens me voir avec une idée tech marrante, y compris si c'est... Et si on réécrivait un système d'exploitation entier, parce que c'est quand même... On pourrait faire ça comme ça et ce serait super marrant. Ouais, en fait, ouais, vas-y, gros, fais-le. En vrai, ça va être fun, tu vois. Pourquoi ça va être fun? Parce qu'on va gagner 20% sur les CPU. 20% sur les CPU, chez nous, c'est 20% de marge en plus. Hein. Ça va assez vite de faire du fric, en fait. C'est une décision qui devient assez rapidement cohérente, en fait. Hein. Si vous réfléchissez sur la taille de notre infra, quand tu commences à économiser 20% sur la taille de ton infra et que ton infra te coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros, 20%, ça fait vite un peu de fric, en fait. Hein. Ça paye du développeur et des pizzas. Hein, tu vois, on a le temps, quoi, tu vois. Donc, si vous voulez, c'est ça que je veux vous dire. Donc, la première chose, c'est vous vous amuserez plus si vous acceptez de prendre le langage de la décision. En plus, avec l'IA, vous avez un truc. Ça, c'est encore un truc. Juste, est-ce qu'on peut arrêter de dire qu'il y a des vagues technologiques? Il n'y a pas de vague technologique. C'est une chaîne de valeur industrielle. D'accord? L'IA, c'est quoi, si on y réfléchit, quoi? 2 minutes. C'est de l'algorithmie. Bon, ça, je vous ai dit, on a les bons développeurs, on a les mecs qui sortent de l'ENS, etc. On sait faire de l'IA. Mais pour faire de l'IA, il faut quoi? Il faut de la capacité de calcul. Ça, vous savez, c'est le truc où Cédrico a dit on était trop nuls en France pour faire du cloud computing. Donc, du coup, pas de capacité de calcul, pas de capacité de calcul. Aujourd'hui, chez NVIDIA, la moitié des revenus, c'est 4 boîtes. Hein. Donc, voilà, ça met les choses un peu en capacité de calcul. Mais l'IA, c'est quoi? C'est de la data bien catégorisée, bien rangée. Index de moteur de recherche, user-generated content, des réseaux sociaux. Vous savez, tous ces trucs où on a dit non, mais on laisse tomber, on ira sur la vague d'après. Il n'y a pas de vague d'après. En fait, c'est une construction industrielle. C'est comme si tu me disais, écoute, j'ai construit un immeuble, les fondations sont pourries, on s'enfonce. Le toit, ça fuit. Par contre, vous allez voir la peinture des chiottes au 2e étage, nickel. On s'en fout. Il n'y aura pas de chiottes au 2e étage, les gars. Parce qu'il faut construire une valeur industrielle. Et ça, tous les développeurs le savent dans la salle. Le truc, c'est qu'un ministre ne le sait pas. Et donc, c'est à nous d'y aller et d'expliquer. Je ne peux pas être éternellement le seul développeur à me pointer et aller expliquer à un ministre, non mais attends, le mec de Google, là, il est en train de t'enfumer. Les finances d'un DevFest, ce n'est pas Google qui paye la note. Hein. C'est les sociétés de services locales et les éditeurs locaux, plus un peu Microsoft et compagnie. Mais en vrai, le gros du budget d'une conférence, c'est quoi? C'est les sociétés de services qui recrutent. Enfin, moi, j'ai organisé plein de conférences dans ma vie. Je vous fais un spoiler. La moitié du budget, c'est ça. Hein. Donc, si vous voulez, c'est à un moment, il faut aller expliquer aux gens les choses. Et je ne peux pas être éternellement le seul tech qui se fait chier à le faire. Parce qu'en fait, je ne suis pas crédible. À force d'être tout seul, je ne suis pas crédible à dire les choses dans le sens. Il faut qu'on soit nombreux en tant que développeurs à raconter cette histoire-là. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut accepter votre rôle de leader en tant qu'ingénieur. Et quand on vous dit on va vous embaucher un manager qui fera les tickets Jira à votre place et vous tapez du code, non, prenez votre poste en fait. En plus maintenant il y a l'IA, franchement écrire un mail coordonné c'est hyper rapide. Vous vraquez 4 idées en vrac dans ChatGPT et vous avez un mail nickel. Là-dessus, vous prenez un costume chez Sweet Supply, ça vous coûte 500 balles, il sera très bien taillé et vous avez l'air d'un vrai représentant d'école de commerce. Je vous fais un fast-forward d'une école de commerce. École de commerce, vous avez à apprendre à picoler et à mettre un costume. Ce n'est pas très compliqué. Donc, mettre un costume, ça se fait en une grosse après-midi devant une glace.
Et picoler, bon, j'ai déjà vu à quoi ressemblaient les soirées de fin de conférence. Je pense qu'on est tous suffisamment compétents dans la salle. On est français. Donc, non, mais c'est un peu ça le sujet. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'on n'est pas capable en France. Qui connaissait Clever Cloud avant ce matin? Qui a déjà utilisé Clever Cloud? Votre sujet est là. Qui utilise déjà Microsoft ou Google? Votre sujet est là. Vous devez essayer les alternatives européennes. Je ne dis pas vous devez nous acheter. Vous nous achèterez si on est bon. Mais vous devez utiliser des alternatives européennes et nous dire quand on n'est pas bon. On changera le produit. On s'adaptera à la situation. Quand on est un directeur industriel, si on admet 2 minutes qu'on ne fait plus de l'IT, ou moi, il n'y a que dans l'IT où tu te retrouves avec un DSI, qui est factuellement un directeur industriel, qui dit « J'ai mis tous mes œufs chez le même fournisseur, il peut me baiser quand il veut, je suis super content. » Alors, je vous dis comment ça se passe en industrie, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi créé du matériel industriel, des jukebox, du matériel médical, des conneries comme ça. Alors, comment tu fais en industrie? Quand tu as une pièce à faire et que du coup, c'est dans ta chaîne de sous-traitance, tu as une chaîne d'approvisionnement, 2 chaînes d'approvisionnement différentes, et en général, une troisième, plus chère, mais plus petite, avec des gens avec qui tu peux faire pression, parce qu'en général, ils sont à côté de chez toi, et à qui tu fais faire les expérimentations innovantes. Et comme ça, si tu as un des bouts de ta chaîne d'approvisionnement qui claque, ou qui a envie d'augmenter ses prix ou whatever, tu peux te retourner. Alors que nous, on a quand même des chaînes de valeur où tu as... Ah, toi, tu as pris VMware. Ah, moi, je vais tout mettre sur VMware. Toi, tu as pris VMware. Ah, moi, tout sur VMware. Et après, quand VMware débarque et fait Ah, au fait, on va faire x50 sur les prix. Ah, bah non, c'est pas juste. Les gars, vous avez créé un monopole, le monopole vous baisse, je vois pas où est-ce qu'est le sujet en fait. Enfin, manuel d'économie 101, quel que soit le modèle économique, communiste, libertarien, capitaliste d'État, tout ce que vous voulez, le monopole, ça n'a jamais été une bonne option. Et c'est ça en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que vous devez réussir à diversifier vos chaînes d'approvisionnement. Si aujourd'hui tout se fait sur un cloud, vous avez un énorme problème. Si en plus vous achetez rien de local, ça veut dire qu'on n'aura plus de compétences. Vous vous souvenez de la pandémie, au moment où on a tous dit « Non, mais ça, en fait, on pourrait le produire. » Ah ben non, c'est plus le produire, ça. Ben oui, la compétence, c'est un sujet. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez jusqu'où ça va, la compétence. Dans un respirateur artificiel, normalement, tu prends du gaz dans le mur, parce qu'en fait, tu as de l'air médical. Sauf que quand on te dit tu vas faire un respirateur artificiel d'urgence, et que c'est le service de santé des armées qui te file ton cahier des charges, il te dit nous, on va peut-être être obligé de transformer des gymnases en centre. Et en fait, dans un gymnase, il n'y a pas de prise dans le mur qui s'appelle air médical sous pression. Donc, il faut que tu compresses de l'air toi-même. Tu seras médical parce que bon, tu l'as filtré, quoi. Mais tu dois compresser de l'air. Et donc, pour ça, il te faut ce qu'on appelle un bloc motoventilateur. C'est quoi, globalement? C'est une petite turbine qui va te compresser de l'air. Hein. Ben, un bloc motoventilateur, en fait, aujourd'hui, dans le monde, il y a 3 usines qui en font. Elles sont tous dans le sud-est asiatique et elles débitent 30 à 50 000 unités par jour. Parce qu'en fait, on a changé la façon de produire un bloc motoventilateur. Maintenant, on utilise globalement des petits moteurs de drone. Hein. Vous savez, les fameux moteurs brushless. Il n'y a plus de balais dans les moteurs. Et en fait, ça tourne à 30 000 tours à la minute. Et en fait, 30 000 tours à la minute, si ton hélice elle est légèrement déséquilibrée et qu'elle fait ça, bah du coup, vous voyez bien ce qui va se passer à l'intérieur du truc, ça va faire des étincelles, brûler, tout ça, c'est pas bien, quoi. Et donc, tu es obligé d'équilibrer ton hélice. Et pour ça, il te faut des équilibreuses laser, qui sont des trucs qui, après le moulage de l'hélice, tu la fais tourner très vite, tu regardes si elle fait ça, et tu donnes des petits coups de laser pour la rééquilibrer. Bah ça, en fait, c'est un appareil qui coûte très cher et qui n'est rentable que si tu fais beaucoup d'hélices à la journée. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne de valeur industrielle, c'est quelque chose qui se conçoit dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus produire ça, parce qu'on n'est même pas capable de produire le besoin pour payer une équilibreuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans tous les cas, il faut faire ça. Aujourd'hui, on est encore capable de faire dans le logiciel. Si on n'achète pas du logiciel français, on ne sera plus capable de faire demain. Donc, mon message était de dire, je ne vous emmerde pas sur la souveraineté parce que ce serait bien. Je ne suis pas là pour vous dire un petit geste pour la planète, pissez sous la douche et faites votre tri. Je suis là pour vous dire, si vous avez envie d'une école pour vos enfants, d'un hôpital pour vos parents, et de ne pas avoir des nids de poules dans vos routes, en fait, il faut qu'on soit capable de payer notre modèle de vie.
Et pour payer notre modèle de vie, il faut être dans l'économie de demain. L'économie de demain, c'est l'IT. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible pour vos questions. J'ai 10 minutes de retard, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je n'aime pas mes potes qui bossent dans des boîtes américaines? Non, ça reste mes potes. Mais je pense quand même que c'est une idée de merde. Mais non, mais il faut dire les choses clairement. Ça reste une idée de merde. Après, moi, je comprends. Hein, les gens ont un crédit à payer pour leur baraque. Hein, c'est un sujet, quoi. Merci. Vous inquiétez pas, on est tous disponibles en bas pour vous.